BX1 +. Le face-à-face. La sécurité sociale à 75 ans, que voulons-nous qu'elle devienne ? C'est la question qu'on va se poser dans le face-à-face de ce jeudi, avec deux problématiques qui pourraient entrer en contradiction ou pas, on verra ça dans le débat. D'un côté, l'idée que la sécurité sociale doit s'adapter et couvrir de nouveaux besoins, de nouvelles demandes, et de l'autre, des inquiétudes sur son financement et l'idée qu'elle vivrait peut-être au-dessus de ses moyens et qu'il faudrait lui imposer une petite cure d'économie. Émilie Ecoff, on va commencer par rappeler que la sécurité sociale, elle est essentiellement financée par des cotisations sur le travail. Oui, via les cotisations que vous versez en tant qu'employé, par exemple, à l'ONSS en tant que travailleur et que votre employeur verse également. À côté de cela, il existe des subventions de l'État et un financement alternatif qui comprennent, par exemple, une partie de la TVA, une partie des recettes des accises ou encore de l'impôt des personnes physiques. Mais les cotisations sur le travail représentent aujourd'hui près de 60% des recettes de la dite Sécu. Mais des voix s'élèvent, dont celle de la FGTB, pour que l'assiette des cotisations soit élargie en taxant davantage le capital, par exemple, via le précompte immobilier ou encore les revenus financiers. Alors cette semaine, un chiffre est revenu dans tous les discours, c'est celui de 6,5 milliards d'euros. Le trou budgétaire de la sécurité sociale pourrait atteindre ce chiffre, 6,5 milliards d'euros, dans 4 ans, à politique inchangée. Il est aujourd'hui évalué à 3 milliards d'euros. Et ce qui inquiète aussi la FGTB notamment, c'est que jusqu'ici, le déficit de la sécurité sociale était automatiquement comblé via la dotation d'équilibre du fédéral. Mais dès l'année prochaine, ce chèque n'existera plus car le gouvernement Michel a décidé de le supprimer. Alors, la sécurité sociale est une vieille dame, vous l'avez dit, Fabrice, elle a 75 ans, mais elle touche encore aujourd'hui tous les Belges, pratiquement du berceau au cercueil, si je puis dire, puisque la sécurité sociale couvre en effet, entre autres, les allocations familiales, le chômage, les secteurs de soins de santé ou encore les pensions. Merci beaucoup, Émilie Ecoff. On va débattre de tout ça avec Estelle Keulemans, qui est secrétaire générale de la FGTB à Bruxelles, et Renaud Francard, vous êtes conseiller au service d'études de l'UCM, l'Union des classes moyennes. Je vais commencer par me tourner vers Estelle Keulemans. Je vous ai vu faire non de la tête lorsqu'on parlait du financement de la sécurité sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même admettre que le financement de la sécurité sociale, il pose problème et qu'il y a une forme de déséquilibre qu'il va falloir un petit peu corriger? Alors là, c'est effectivement très clair. On est face à de fameux défis pour le financement de la sécurité sociale demain. Donc les chiffres, effectivement, de 6,4 milliards, ils viennent de la gestion globale de la sécurité sociale. Ils sont confirmés. Mais quelle est la cause, justement, de ce définancement de la sécurité sociale ? Parce que le gouvernement précédent a quand même procédé à un fameux définancement de la sécurité sociale. Oui, c'est le fameux tax shift dont on a parlé sur cette antenne il y a 2 jours. Voilà, ouais. Mais en baissant notamment les recettes de cotisation de 32, enfin le taux de cotisation patronale de 32 vers 25%, c'est pas anodin. Ne compensant pas suffisamment. D'ailleurs, ce tax shift a-t-il permis de compenser des emplois ? C'est sans doute ce dont vous avez parlé aussi. Apparemment, la Banque nationale a surtout dit que ça avait permis de rétribuer mieux les actionnaires et les dirigeants des entreprises. Donc, on est face à un problème de financement demain. Donc, on doit effectivement se mettre autour de la table et pouvoir discuter. Oui. Or, la NVA, elle, met simplement sur la table des mesures d'économie. Et c'est pour nous, évidemment, pas acceptable. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour refinancer la sécurité sociale pour le syndicat socialiste ? Bien, donc, comme je viens de le dire, et c'est la raison pour laquelle je réinsiste sur la question du tax shift, on a baissé la part du financement par les cotisations. Donc il faut la remonter ? Et donc en fait, la part qui était financée par le capital, par les employeurs, par le travail aussi, a été baissée. Et donc quelque part, il faut retrouver cet équilibre entre financement par le travail et par le capital. Et c'est vraiment la proposition de la FGTB d'essayer de réfléchir pour élargir les sources de financement. Elle est beaucoup trop financée aujourd'hui, tout comme l'impôt, par le travail. Il faut demain aussi que le capital reviennent plus dans le financement de la sécurité sociale. Donc le capital, ça veut dire ceux qui ont des revenus boursiers, ceux qui ont des placements, ceux qui ont des revenus immobiliers, par exemple. J'ai bien compris. C'est d'autres sources de financement, oui, tout à fait. Renaud Francard, donc pour l'UCM, Union des classes moyennes, est-ce que d'abord vous partagez le constat qu'il va falloir faire quelque chose pour rassurer un équilibre budgétaire à la sécurité sociale, et est-ce que vous pouvez suivre Estelle Keulemans dans l'idée que il faut peut-être plus continuer à taxer uniquement les revenus du travail, mais qu'il faut chercher d'autres sources de financement? En tout cas, je peux vous dire que nos membres, dans les enquêtes qu'on fait, sont aussi très inquiets par rapport à la sécurité sociale. Donc il y a la question d'abord de savoir si ils auront un montant suffisant de pension, et c'est beaucoup d'indépendants, mais aussi 65% qui nous disent qu'ils n'ont pas confiance sur le fait qu'on va effectivement leur payer leur pension quand ils arriveront à leur retraite. Donc, mais ça, c'est quand même dramatique. Oui. Ça veut dire que la sécurité sociale ne répond plus à cet objectif-là de se dire on va travailler toute notre vie, mais à un moment, on va avoir une pension digne. Donc il y a un manque de confiance du fait de l'incertitude au niveau justement du financement. Oui. Alors sur le financement et les pistes de financement alternatifs énoncées par Estelle Keulemans, est-ce que vous pouvez les suivre ou pas ? Donc, on a parlé jusqu'à présent de la baisse des cotisations sur les
qui pèse sur les employeurs. On a parlé d'une baisse de 33 à 25%. C'est une baisse du taux facial. La baisse n'est pas si conséquente que ça, vu que certaines niches en fait, ont été intégrées pour ramener le taux visible à 25%. Oui, donc on va rentrer dans des débats très oui. techniques. Mais enfin, il y a quand même eu un tax shift et il y a quand même quelques milliards. 5,8 milliards. Voilà. Et le tax shift, l'idée, c'est que ces baisses sont compensées par davantage de TVA qui alimente le financement de la sécurité sociale. Aussi, ce qu'on voit, c'est que en montant nominal, la masse des cotisations est toujours en augmentation, et donc le tax shift, et même le tax shift pour les indépendants, où on a baissé le taux de cotisation de 22 à 20,5% sur 3 ans, le montant des cotisations qui viennent alimenter donc en valeur absolue, oui. Et on voit que ça représente toujours environ 68% du financement par les cotisations sociales au niveau des salariés et environ 62% du côté des indépendants. Alors, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Oui. Est-ce que vous pouvez imaginer d'autres sources de financement que la taxation du travail pour financer la sécurité sociale ? Donc, notre problème, c'est que plus de taxation, ça va quand même porter sur une série de personnes qui sont déjà concernées par le coût de travail. Donc, les shifts, on est assez favorable à ce qu'il y ait des shifts, et donc qu'on dise faisons autre chose, mais la TVA est aussi autre chose, pour baisser le coût sur le travail, parce que ça représente vraiment un frein au développement des PME. Oui. Mais de dire... Mais plus on baisse les charges sur le travail, plus on creuse le coût de la Sécu. C'est quand même ça qui se passe. Oui, sauf si on le compense. Et donc des compensations... Alors où est-ce qu'on le compense ? Ça peut se réfléchir. Ça se compense. Donc il y a beaucoup d'idées sur la table qui sont mises par les FGTB. On voit que c'est très difficile de trouver des partenaires et des systèmes pour les mettre en œuvre. Ouais. Donc on dit il faut aussi... non seulement avoir ce débat sur quelles sont les sources, est-ce que c'est plus de TVA, est-ce que c'est encore d'autres idées, mais pour autant que ce soit faisable, mais aussi le débat sur est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions, est-ce qu'on n'est pas en train de dépenser trop par rapport aux objectifs de la sécurité sociale ? Alors, on va aborder ce point-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dépenses de la sécurité sociale dont on pourrait se passer ? Est-ce qu'il y a des activités de la sécurité sociale dans lesquelles on peut faire des économies ? Il y a des volets où, en tout cas, on doit être davantage responsabilisé. Exemple. On a passé maintenant 10 ans à travailler sur les réformes des pensions pour essayer d'avoir un système où chacun puisse se retrouver en disant « moi, j'ai mis autant d'argent, je retrouve mes billes » et aussi l'impact de la subvention par l'État. C'est-à-dire que plus j'ai travaillé longtemps et plus j'ai eu un haut salaire, plus j'ai le droit à une pension élevée. Je traduis bien ? Donc, c'est une certaine proportionnalité, avec des mécanismes de solidarité comme la pension minimum. Aussi, la question de savoir si deux personnes qui travaillent dans deux statuts, est-ce qu'ils ont le même rendement de leur cotisation payée par rapport au montant de la pension. Donc, par exemple, que la pension des indépendants ne soit pas inférieure à la pension des salariés. Je traduis toujours bien, j'essaye de décoder. Hein. Ouais. Non, mais donc, par exemple, la pension maximum d'un salarié est à 2 400 €, celle d'un indépendant est à 1 600 €. Or, qu'on constate que sur une carrière de 45 ans, la masse de cotisations payées pour leur pension est équivalente. Ma question, c'est sur les économies. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire qu'il y a des pensions qui sont trop élevées en Belgique ? Donc, il y a des pensions maximales. Il y a beaucoup de différences entre les pensions selon le statut. Oui. Je vais donner la parole à Estelle Kullmann. Est-ce qu'on peut faire des économies dans le secteur des pensions, à la sécurité sociale ? Alors, moi, je vais reprendre la sécurité sociale de manière générale. La sécurité sociale, c'est effectivement 23% du PIB qui sont consacrés à la protection sociale chez nous, mais qui est public. Dans d'autres pays, c'est du public privé. Privé, d'ailleurs, qui est beaucoup moins accessible pour toute une série de personnes, alors que nous, notre système, il est accessible à 99% de la population, en particulier en matière de soins de santé. On a quand même un deuxième pilier pour les pensions et de plus en plus de gens qui prennent des assurances hospitalisation. C'est le souci, c'est que justement, en réduisant le pilier légal et le pilier collectif, on devra de pousser les personnes vers des systèmes assurantiels qui sont beaucoup plus chers, beaucoup moins accessibles. Si on prend les soins de santé aux États-Unis, par exemple, c'est 15% du PIB publics, privés qui sont consacrés à ça pour 47% d'accessibilité de la population, alors que chez nous, c'est 11% du PIB pour 100%. Oui, c'est un Américain sur deux a une assurance sociale, voilà, mais c'est des choix d'accessibilité. Tout comme on essaie de nous faire croire aujourd'hui que les jeunes n'auront pas de pension, tout simplement pour les inciter à prendre des assurances privées. Donc, voilà. Donc si je vous comprends bien, il faudrait augmenter le budget de la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale, juste quand même pour remettre ça en contexte, aujourd'hui, sans sécurité sociale, au lieu d'avoir un taux de pauvreté de 16% en Belgique, on aurait un taux de pauvreté de
44% de la population. Donc, est-ce qu'on est prêt à assumer ça? Je ne le pense pas. D'autant plus qu'on voit déjà aujourd'hui que 4 Belges sur 10 doivent, en tout cas en communauté française, doivent freiner ou renoncer à des soins de santé. Donc, il y a un souci déjà d'accessibilité. Donc, on doit réinvestir. Ouais. C'est le KCE qui l'a dit encore aujourd'hui. Le KCE, c'est le service d'études du SPF de la santé. On doit réinvestir dans les soins de santé et dans beaucoup de secteurs. On va y revenir dans un instant, à ce qu'on pourrait faire d'autre avec la sécurité sociale. Mais je voudrais quand même que tous les deux, vous répondiez réellement à cette question, ce que vous évitez soigneusement. Est-ce qu'on peut faire des économies dans la sécurité sociale, en soins de santé, dans les pensions, dans l'assurance chômage? Ou est-ce qu'on peut faire des économies? Est-ce qu'il y a des économies possibles, oui ou non? Il n'y a pas d'économie possible aujourd'hui. La sécurité sociale, on le sait depuis 30 ans, est confrontée notamment au défi du vieillissement, ce qui explique en partie d'ailleurs le déficit annoncé. On le sait depuis 30 ans. C'est-à-dire que si on fait des économies, on fait de la casse sociale et on prend des risques. La sécurité sociale, c'est un choix de société, tout simplement. Dans quoi est-ce qu'on investit? Alors, dans une accessibilité réponse claire de la GTB. Donc, réponse aussi claire de l'UCM. Est-ce qu'on peut faire des économies dans certains secteurs de la sécurité sociale? Pour nous, il y a des économies à faire. Mais ça demande qu'il y ait un cadre responsabilisant, comme on a par exemple au niveau des soins de santé, où on a une norme de croissance d'1,5 qui est effectivement critiquée par les FGTBSL, par les syndicats, un peu trop rigide et un peu trop ferme, mais au moins ça permet aux acteurs de faire des bons accords médico-mutualistes et de voir là où on peut moins rembourser parce que le soin est moins utile, et de dire, mais une partie... Et donc, ces mécanismes-là n'existent pas. Par exemple, pour les pensions, on est face au défi du vieillissement, et on dit, la facture arrive, donnez-nous la dotation d'équilibre. Donc vous, ce que vous demandez, c'est qu'on ait une enveloppe plus ou moins fermée ou bien définie à l'avance et qu'on négocie à l'intérieur de cette enveloppe. J'ai bien compris. Je pense qu'on n'arrivera pas là et qu'il ne faut pas arriver là. Il faut que les partenaires sociaux autour de la table disent comment on est responsable par rapport au fait que le coût va devenir insupportable et que ça va finir par en fait retomber sur les salariés eux-mêmes qui devront payer plus de cotisations, les indépendants et les chefs de PME qui déjà ne s'en sortent pas avec le coût salarial aujourd'hui. Alors il nous reste 2-3 minutes. Estelle Keulemans, qu'est-ce que la sécurité sociale ne fait pas aujourd'hui qu'elle devrait faire demain si on devait améliorer la sécurité sociale ou la réimaginer dans le monde de 2020 qui a beaucoup changé par rapport au moment où on a créé la sécurité sociale juste après la Seconde Guerre mondiale. Uber n'existait pas, les jeunes travaillaient beaucoup plus vite, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui qu'on ne fait pas encore avec la sécurité sociale? Outre l'aspect de la considérer comme une richesse, pas comme un coût, vous parliez vous-même d'ailleurs de charges sociales. Les cotisations sociales, c'est du salaire différé, c'est un investissement dans un bien collectif qui est la sécurité sociale. Donc, outre effectivement la question du refinancement, on est dans une mutation de société, très très clairement, et on doit repenser les solidarités d'une certaine manière. Pas m'en vouloir, mais un des points qu'on n'a pas abordé ici, c'est notamment la question du financement d'ailleurs de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui est en fait une solidarité à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a des cotisations d'abord jusqu'à un revenu de 60 000 euros qui est avec un taux de cotisation de 20%, qui est dégressif à 14% jusqu'à 89 000, et puis un plafonnement. Donc c'est-à-dire que plus on gagne, moins on paye. Donc les indépendants, et à juste titre, et surtout les petits indépendants, considèrent que proportionnellement, ils payent beaucoup trop pour la sécurité sociale. Donc, la question, effectivement, de réfléchir. Est-ce qu'il y a encore une légitimité à avoir des statuts de fonctionnaires, de salariés, d'indépendants? D'ailleurs, donc on pourrait regrouper les différents statuts. Que certains utilisent d'ailleurs pour faire du dumping social. Et d'ailleurs, maintenant, on n'en est même plus là. On est face à un gouvernement qui a créé carrément des non-statuts, des emplois qui n'ouvrent aucun droit à la sécurité sociale, pour lesquels on ne contribue pas à la sécurité sociale, ce qui signifie de la pauvreté, certainement, à l'âge de la pension. C'est les flexi-jobs, c'est aussi les 6 000 et quelques euros complètement défiscalisés et autres. Donc, il y a quand même de grosses inquiétudes aussi par rapport à ça. Ça permet de créer de l'emploi, théoriquement, dit le gouvernement fédéral. Ça fait surtout beaucoup de dumping social, ça c'est très clair, ça met en concurrence. Et donc, à un moment donné, de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps non plus de réfléchir à une couverture correcte, plutôt que de mettre tous les régimes en concurrence, à une société qui soit beaucoup plus légitime. Donc, fusionner aussi. Les régimes indépendants, salariés, mais arrêter en tout cas de les mettre en concurrence, et en tout cas, les aligner, en tout cas, si possible, vers et quelque chose que la sécurité sociale ne fait pas aujourd'hui, qu'elle devrait faire demain? Il y a encore... par exemple, on peut réfléchir aussi sur l'aspect du logement. Est-ce que demain, le logement ne doit pas se retrouver aussi, et l'accès au logement qui est un accès essentiel aussi, tout comme effectivement la question de la pension, de la vieillesse. Donc on pourrait avoir une assurance logement qui aiderait les plus démunis à pouvoir payer leur loyer, par exemple. Ouais. Est-ce qu'à l'UCM, on peut envisager ces pistes-là ou pas? Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est répondre à Estelle sur le statut des indépendants, qui en fait a été étudié comme étant un des plus solidaires. Et ça s'explique parce que les cotisations sont progressives, elles sont plafonnées à un certain niveau, mais les prestations, elles sont en fait, pour la plupart, forfaitaires. Ça veut dire que celui qui a payé
plus de 15 000 € de cotisation par an, il aura une indemnité à 1 Donc 000 c'est une €. autre logique qui s'applique. Et donc c'est une autre logique que la FGTB Ne partage pas. ne comprend pas, mais qu'il faut conserver. Et par rapport au financement de la sécurité sociale, par exemple, les indépendants disent « Nous, on a un droit de chômage spécifique qui ne nous coûte pas cher et pour lequel... et qu'on veut conserver, qui est le droit passerelle, et qui permet d'être couvert pendant 12 mois. » Et quand on les interroge, ils disent « Moi, 12 mois, c'est suffisant parce que en 12 mois, j'aurais trouvé moyen de me relancer. » Et donc, c'est une façon... La philosophie est différente. La philosophie, et donc les besoins sont différents. Et donc, il faut faire attention de dire, on va droit dans le mur déjà avec beaucoup d'acquis salariés qui sont plus hauts que les indépendants, mais les indépendants, ils veulent que la sécurité sociale joue son rôle et atteigne ses objectifs d'être là quand il y a un accident de la vie, mais pas de dire on accumule des droits qu'on ne sera plus payé. Si je vous comprends bien, le droit à avoir une assurance logement, c'est pas dans vos priorités. Pas du tout. Non, mais ce que monsieur dit, c'est vrai quand on est un vrai indépendant, c'est-à-dire complètement autonome et pas dépendant d'un seul donneur d'ordre. Donc voilà, ce qui malheureusement devient de plus en plus le cas. Une dernière phrase. On peut se retrouver parce que Voilà. des entreprises comme Deliveroo, en fait, phagocytent d'abord le nouveau statut Bail-Clusser qui est un statut sans statut, et le statut des indépendants avec des gens qui ne sont pas des entrepreneurs. Et donc on doit avoir cette Vous êtes au moins d'accord question-là. sur ce point-là. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Estelle Queulematz, donc FGTB Bruxelles, et Renaud Francard de l'Union des classes moyennes d'avoir participé à ce débat. On aura sûrement l'occasion de reparler de la sécurité sociale.